Bonsoir à tous pour cette conférence du dimanche 24 juillet. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Pascal pour une conférence qui s'intitule L'escroquerie de la comédie française. On va lui laisser la parole. Je rappelle quelques règles rapides de courtoisie, bien sûr, de ne pas céder à l'insulte et de ne pas écrire abondamment sur le chat pendant l'intervention du conférencier, pardon. Et au moment de la partie questions, vous pourrez me transmettre vos remarques ou questions éventuelles, et je vous donnerai la parole, ou bien je vous laisserai formuler si vous le souhaitez vos questions vous-même. Très bien, je vais laisser la parole à Pascal en lui demandant rapidement de se présenter. Merci. Très bien, donc merci pour cette présentation. Mais je vais me présenter rapidement. J'ai pas grand-chose à dire sur moi, hein. Je suis jardinier de profession, donc je m'intéresse à mes heures perdues. Je m'intéresse à la dissidence, hein. Donc je vous ai préparé un exposé sur le thème du cinéma français. Dans cet exposé, on va essayer de démontrer que le cinéma est un média qui est plus ou moins verrouillé, comme la presse, comme la télévision. Et donc c'est une réalité qui est souvent mal comprise, hein. C'est pour ça que on va s'intéresser ici aux films français. On ne s'intéressera pas tellement aux films américains, puisque la démarche, hein, ça consiste à éviter d'enfoncer des portes ouvertes. J'ai voulu montrer que la propagande, ce n'est pas seulement le fait de quelques films américains, quelques films de guerre partisans, mais c'est aussi le fait du cinéma en général. La propagande, c'est parfois plus subtil que ce qu'on croit. Euh, et elle se cache là où on l'attend la moins. Donc y a deux parties, hein, dans cet exposé. D'abord on va faire un historique de la comédie française des années 60 aux années 90. Et au passage, on va essayer d'analyser très rapidement, en essayant d'aller à l'essentiel à chaque fois, hein. On va analyser rapidement la moralité un peu des films. Et dans une deuxième partie, on va voir en vrac, on essaiera de faire le tour de cette idéologie qu'on nous vend à chaque fois, hein. Donc c'est une partie un peu plus conceptuelle, où on essaiera de faire le tour de l'idéologie dominante, comme on appelle ça. Je vous propose de commencer tout de suite, donc on attaque l'historique. Alors dans les années 60, vous avez en France un courant libertaire qui préfigure, qui annonce les élections de mai 68, mais, euh, mais tout le monde n'est pas libertaire en France dans les années 60. Il y a aussi une majorité de gens qui sont, euh, qui sont hostiles, un peu, qui sont réfractaires à cette idéologie. C'est pour ça qu'il faut donc convaincre la population du bien fondé de l'idéologie libertaire. C'est le gendarme de Saint-Tropez en 1964, où on va mettre en scène un gendarme un peu vieille France, hein. On va mettre en scène les mésaventures d'un gendarme un peu vieille France qui va faire la chasse, qui va essayer de verbaliser les nudistes sur la plage de Saint-Tropez. Donc vous voyez que les nudistes, ça représente la jeunesse libertaire, et notre gendarme, il est ringard en fait, il est en décalage avec son temps. Il n'arrive pas à verbaliser ses nudistes parce qu'il est en décalage avec son temps, mais il finira par mettre un peu d'eau dans son vin au fil de ses mésaventures, par sa fille notamment. Il va mettre un peu d'eau dans son vin, donc on voit un film qui va dans le sens évidemment de l'idéologie libertaire. On aurait très bien pu imaginer le contraire, hein. On aurait pu imaginer par exemple euh, un film qui s'appellerait le nudiste de Saint-Tropez. On mettrait en scène les mésaventures d'un nudiste qui finit par remettre son maillot de bain. On aurait des gags, on aurait la même qualité, mais l'idéologie serait inversée, hein, pour vous dire que ça va dans un sens, mais ça va pas dans l'autre. Donc on continue dans les années 70, au début des années 70, donc c'est au lendemain de la révolution de mai 68, enfin des événements de mai 68. Les services secrets sont très actifs, les services de renseignement plutôt sont actifs en France. Donc on a la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, la Direction de la surveillance du territoire, la DST, les renseignements généraux, les RG. Tous ces services sont très actifs au lendemain des événements de mai 68 pour stabiliser le régime certainement. Chacun de ces services dispose de ses propres fichiers de base de données, et donc il y a en France un grand débat sur le respect de la vie privée. C'est le genre de débat qu'on a par exemple pour le fichier Edwige. Voilà, c'est le même genre de débat où les Français sont un peu préoccupés parce que ils se sentent surveillés, ils sont inquiets au sujet du respect de leur vie privée. Donc il faut donc rassurer la population, ne vous inquiétez pas, c'est le grand blond avec une chaussure noire en 1972.
on va nous expliquer que tout ça n'est pas bien méchant, que tous ces services de renseignement, DGSE, DST, RG, tout ça c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est des services qui vont se manipuler entre eux, qui vont même finir par s'entretuer. Et notre grand blond, eh bien, lui, du début à la fin du film, il ne se rend même pas compte qu'il est surveillé, hein, donc moralité, faites comme si de rien n'était, vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes surveillé. Et le film termine sur une phrase en toutes lettres, c'est l'article 9 du Code pénal, chacun a droit au respect de la vie privée. Vous voyez, nous voilà donc rassurés. Donc le débat en France revient sur le tapis, hein, précisément le 21 mars 1974, le journal Le Monde révèle un projet gouvernemental du gouvernement Pompidou, c'est le projet Safari. Donc il s'agit dans ce projet ce projet consiste en une interconnexion de toutes les filières, de tous les fichiers détenus par l'administration via le numéro de sécu. Donc ça remet sur le tapis le débat sur le respect de la vie privée. C'est un débat qui précède la création du CNIL. Et les Français, bon, j'ai vu ça dans Wikipédia, les Français sont très opposés, très hostiles à l'époque à ce projet, hein. Ça inquiète vraiment la population, cet état policier un peu qui se met en place, c'est assez inquiétant. Il faut donc rassurer à nouveau la population, ne vous inquiétez pas, c'est le retour du grand blond, hein. C'est comme une piqûre de rappel un peu, c'est comme le vaccin. Le retour du grand blond avec une chaussure noire, donc même refrain, hein, tout ça c'est blanc bonnet, bonnet blanc, même refrain, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ensuite, toujours dans les années 70, donc on a un nouveau thème qui préoccupe cette fois la population, c'est la malbouffe qui arrive dans nos assiettes. Donc un sujet assez grave. Les industriels commencent à faire de l'alimentaire à bas coût. On commence à manger de la merde un petit peu. Les Français sont donc préoccupés par cette situation. Il faut donc rassurer la population, ne vous inquiétez pas, c'est l'aile ou la cuisse en 1976 avec Louis de Funès. Bon, alors on nous explique que Louis de Funès, donc c'est le patron du guide Michelin, et il va petit à petit, il va démasquer les contrefaçons, enfin les malfaçons de l'industrie alimentaire. Donc moralité, hein, la cuisine française peut dormir sur ses deux oreilles. Alors il y a quelque chose qui me gêne moi dans ce film, hein, on commence à voir ce qu'on appelle un mauvais goût dans ce film. C'est le cas de le dire, un mauvais goût. Vous savez, le mauvais goût, c'est quand le ton n'est pas en phase avec le thème. C'est ça qu'on appelle le mauvais goût, ou la vulgarité si vous voulez, hein, c'est pareil. Donc le ton n'est pas en phase avec le thème, c'est-à-dire que si vous voulez faire un film, si vous voulez traiter le thème de l'Holocauste par exemple, vous allez utiliser un ton dramatique, on va vous montrer des petits-enfants déportés dans le train avec leur maman, etc. C'est triste et c'est dramatique, parce que le sujet s'y prête. Si vous voulez faire un film donc sur le thème des nudistes qui débarquent sur la plage à Saint-Tropez, ben, le ton est beaucoup plus léger, c'est normal, c'est une comédie, parce que le thème s'y prête. Toute la subtilité, c'est que entre ces deux extrêmes, vous avez, entre la comédie et la tragédie, on va dire, il existe la tragicomédie, c'est-à-dire la tragicomédie, ça consiste c'est une comédie, donc c'est drôle, c'est rigolo, on rigole, etc. Mais c'est sérieux quand même, vous voyez, parce qu'on peut rire tout en étant sérieux. L'un n'empêche pas l'autre. C'est très important à comprendre, hein. L'un n'empêche pas l'autre. On peut rire, être sérieux à la fois. Ça dépend du thème en réalité. Il faut que le ton soit en phase avec le thème. Là, on a un film qui est sur un thème qui est assez grave quand même, hein. La malbouffe, ça pose des questions de fond, hein. C'est notre alimentation directement qui est concernée. Ça pose des questions de fond. Comment ça alors ça y est, désormais, ça y est, on est prié de manger de la merde. Comment ça se fait? C'est nouveau. Ça pose des questions de fond et on va traiter ce thème avec beaucoup trop de légèreté. Vous voyez, on est dans la vulgarité. On nous montre, alors dans la caricature permanente, hein, tout est caricatural. Souvenez-vous, on vous montre les industries alimentaires qui font des fausses huîtres avec du carton-pâte ou je sais pas quoi, une espèce de plastique. Et là, évidemment, c'est invraisemblable. Quand on voit ça, on rigole, on se dit où va-t-on? Tu vois, c'est vulgaire en fait. Voilà, c'est vulgaire. Ça n'est pas sérieux. Ça demanderait, c'est un sujet, on peut en rire bien sûr, mais avec un peu plus de finesse. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Voilà, on pourrait en rire, mais en étant un peu plus sérieux. Là, ce n'est absolument pas sérieux. Rien n'est sérieux. On est dans la vulgarité. On est dans la grossièreté permanente. On a un Louis de Funès qui va botter le cul des industries alimentaires comme ça entre deux gags, entre deux P sur son coussin. C'est de la vulgarité. Et cette vulgarité, elle est utile, on se rend compte, parce qu'elle décrédibilise complètement le thème dans la société. Le thème n'est plus sérieux, vous voyez ce que je veux dire?
quand on va parler de la malbouffe, ben, on va être là, on va rigoler, mais non, tout ça c'est melon, on va tomber dans la vulgarité. Donc on continue dans les années 70 toujours. Donc cette fois le secteur, la société de consommation et de loisirs explose. Le secteur tourisme se développe en particulier au milieu des années 70. Et on voit apparaître le long de la côte méditerranéenne des clubs med. C'est une espèce de mafia méditerranéenne. Et il faut donc promouvoir cette mafia, c'est les bronzés, en 1978. Les bronzés, vous vous souvenez, il y a du soleil et des nanas. Voilà, on nous vend le Club Med, tout simplement. Hein. On nous vend le Club Med en faisant semblant, bien sûr, de dénoncer le côté un peu bof du Club Med. Mais finalement, hein, on reviendra l'année prochaine. Il y a du soleil et des nanas. Donc, moralité, le Club Med, c'est génial, allez-y. Voilà, on fait la promotion de cette société de consommation. C'est pas très joli, hein, puisque la société de consommation, normalement, il faut la dénoncer, vous savez. Donc un an plus tard, c'est les stations de ski qui se développent. Les bronzés font du ski en 79, même refrain. Voilà, hein, le ski c'est génial, on s'éclate. Bon, on va pas parler de nous développer là-dessus. Les années 80 maintenant. Alors dans les années 80, ouais, il y a un sujet qui préoccupe les Français. Cette fois, c'est l'éducation nationale qui se dégrade. Voilà, les professeurs ne sont pas contents. Le niveau baisse à l'école. On est obligé de faire passer des élèves à la classe supérieure alors qu'ils n'ont pas le niveau, hein, pour des raisons de coût, et conséquence de quoi le diplôme se dévalue. Le diplôme du bac en particulier. Hein. Donc les Français sont préoccupés par cette situation, on les comprend. Hein. Il faut donc rassurer la population, ne vous inquiétez pas, c'est les sous-doués passent le bac en 1980. Donc on met en scène une bande d'élèves qui va tricher le jour de l'examen, mais qui finira par s'insérer dans la société parce que cette société, hein, finalement, le bac, ça n'est plus qu'une simple formalité, ça n'est pas du tout déterminant pour votre avenir. C'est un simple coup de tampon et on peut très bien tricher le jour de l'examen. Donc vous voyez comme quoi tout ça n'est pas si grave. Finalement, si l'éducation nationale se dégrade, ça n'a absolument aucune incidence, évidemment, dans le monde du travail. Tout ça est parfaitement normal, ne vous inquiétez pas. Donc, dans les années 80, au début des années 80, cette fois on va faire un peu le point, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là, des choses notamment assez lourdes. Déjà, c'est l'éclatement de la cellule familiale, hein, les sociologues parlent de ça. L'éclatement de la cellule familiale, avec pour conséquence un isolement des personnes, et donc avec pour conséquence une augmentation des dépressions, etc. On a des personnes dépressives. Pendant que dans le même temps, si vous voulez, la société de consommation et de loisirs explose. On l'a vu avec les clubs med et le ski, c'est-à-dire qu'on a des bobos qui vont se vautrer dans la consommation, dans les loisirs, pendant que les pauvres vont se disloquer et vont se réfugier dans une solitude et dans la dépression à cause de l'éclatement de cette cellule familiale. Hein. Donc, alors on observe un nouveau phénomène qui illustre ça au début des années 80. Figurez-vous que le soir de Noël, les dépressifs se suicident en grand nombre, parce que Noël c'est la fête de la famille, donc c'est une fête symbolique, et ces gens-là dont la famille est éclatée, comme on l'a vu, eh bien ils se suicident, ils choisissent le soir de Noël pour se suicider, parce que c'est une épreuve pour eux, cette fête, ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Donc on a des dépressifs qui se suicident le soir de Noël pendant que les bobos s'empiffrent en famille. Donc c'est une situation qui est immorale, c'est une situation qui bouleverse les Français cette fois parce que ça révèle évidemment toutes les inégalités, toute l'immoralité du système. On appelle ça la fracture sociale, hein, ce fossé qui se creuse entre les classes sociales, on appelle ça la fracture sociale, c'est un thème extrêmement lourd, extrêmement grave. Et on va donc rassurer la population, ne vous inquiétez pas, c'est Le Père Noël est une ordure en 1982. Alors celui-là, il est vraiment... Celui-là, je dirais, c'est la quenelle d'or. Hein. Le Père Noël est une ordure, on va nous expliquer que grâce à SOS Détresse Amitié, finalement, les dépressifs vont être accompagnés dans cette épreuve et ils finiront par passer un réveillon inoubliable. Hein. Donc, alors on peut noter aussi une chose dans ce film qu'il faut retenir, hein, parce qu'on retrouve dans ce film un schéma
qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres films, dans beaucoup d'autres comédies. C'est une spécialité française. Alors ce schéma, ça consiste à mettre en scène des dépressifs, des SDF plus ou moins sans gêne, des SDF sans gêne qui vont se taper l'incruste chez des bobos coincés. Vous vous souvenez, les bobos coincés, c'est Thierry Lhermitte et je sais plus qui là. Donc on met en scène des SDF qui se tapent l'incruste chez les bobos coincés, ce qui permet de montrer comme ça une rencontre entre les classes sociales, de part et d'autre de la fracture. Donc on va mettre en scène une rencontre entre les classes sociales, et puis cette rencontre finalement euh, elle est, euh, elle est constructive à tous les niveaux, parce que d'un côté on a les SDF dépressifs qui vont être soulagés dans leurs conditions, ils vont manger à l'œil, ils vont se faire servir, ça dépend, ils vont prendre un bain, tout en faisant des conneries. Et de l'autre côté, on a les bobos coincés qui courent dans tous les sens parce que les mecs ils ferment pas le robinet ou je sais pas ce qu'ils font comme conneries. Donc les bobos vont courir dans tous les sens, mais finalement, de fil en aiguille, ils vont se décoincer. Donc, ce schéma permet de montrer comme ça la société qui se rabiboche un peu, le fossé entre les classes qui se comble, la fracture sociale qui s'évapore. Vous voyez? Et on se dit, finalement, cette société, dans le fond, elle est humaine. Vous voyez, elle est morale. Parce que la fracture sociale s'évapore, parce que tout ça, c'est bonne guerre, etc. Donc retenez ce schéma, on va le retrouver dans des films. Après, exactement le même schéma, les SDF coincés, enfin les SDF sans gêne qui se tapent l'incruste chez les bobos coincés. On continue dans les années 80. Cette fois, il y a un phénomène aussi qui provoque le débat, c'est la féminisation sur le marché du travail. Les femmes, en fait, arrivent sur le marché du travail, enfin, plus ou moins, elles sont arrivées, c'est un phénomène qui a commencé bien avant, mais dans les années 80, ce phénomène, disons, est abouti. On a vraiment, les femmes sont quasiment complètement intégrées au monde du travail, et donc ça ne va pas sans poser de problème, ni des questions. On va se demander qui va garder les enfants, on va se demander est-ce que tout cela est bien conforme à nos valeurs bien comprises, qui va s'occuper du foyer familial, etc. Donc il faut rassurer la population, ne vous inquiétez pas, c'est le gendarme et les gendarmettes. En 1982, on met en scène 4 gendarmettes qui débarquent en poste dans un commissariat, et elles finiront par apporter un peu de fraîcheur dans ce commissariat qui en avait bien besoin. Voilà, donc on nous explique que tout ça, c'est très bien, les femmes sont sur le marché du travail, mais tant mieux, ça pose aucun problème. Dans les années 80 toujours, alors cette fois donc les enfants de mai 68 ont grandi, ce sont des adolescents, et on a en France une jeunesse indisciplinée, américanisée, qui rejette l'autorité parentale. Voilà, une jeunesse qui rejette l'autorité parentale et qui fait des fugues. Voilà le nouveau phénomène de société qui apparaît, c'est les fugues. Les jeunes partent de chez leurs parents, les adolescents plutôt, et ce qui ne va pas sans inquiéter les parents, évidemment. Les parents sont préoccupés pour leurs enfants, on les comprend. Il faut donc rassurer la population, ne vous inquiétez pas, c'est Les Compères en 1983. Donc Les Compères avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. On va nous expliquer que si votre fils fait une fugue, c'est normal, c'est de son âge, c'est de son temps, mais il finira par revenir à la maison. Alors, c'est une crise d'adolescence qui va passer, ne vous inquiétez pas. On peut relever plusieurs choses aussi dans ce film. Je vais relever plusieurs choses. Donc, déjà, on va expliquer aux parents que si leur fils il fait une fugue, c'est parce que les parents, vous êtes des cons. Voilà, on leur explique que vous êtes des cons parce que vous êtes cons. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'argument. Donc, il y a une scène qui explique ça. C'est les deux compères, Pierre Richard Depardieu, qui rattrape le jeune à un moment donné, et il lui demande, mais alors pourquoi t'es parti de chez tes parents? Quand même, pourquoi t'es parti? Et ce à quoi il répond, c'est parce que c'est mon père, il est con, quoi. Voilà. On ne sait pas pourquoi, mais il est con. Effectivement, la scène d'après, on voit le père, vite fait, on le voit, il a une tête de con, il est con. On ne sait pas pourquoi, mais il est con. Donc, à la fin du film, on a une grande scène, puisque le fils se décide à rappeler d'une cabine téléphonique son père. Il appelle son père d'une cabine téléphonique pour lui expliquer qu'il a l'intention de revenir à la maison parce qu'il a fait un travail sur lui-même. Et ce à quoi le père lui répond que lui aussi, de son côté, il a compris beaucoup de choses. Voilà. Donc comme quoi vous voyez,
finalement, cette expérience n'est pas si grave, et puis non seulement c'est pas grave, mais en plus c'est bien, parce que la famille en sortira plus unie, elle en sortira grandie par cette expérience. Les compères, donc. Je, oui, j'avais relevé quelque chose aussi dans ce film, en trame de fond. Hein, les compères, c'est Depardieu et Pierre Richard. Dans le film, ils n'ont pas d'enfants et ils rêveraient d'en avoir. Hein, ça permet de montrer aux parents que ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir des enfants, parce qu'il y en a qui n'en ont pas et qui rêveraient d'en avoir. Hein, comme quoi vous êtes vraiment des cons, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir des enfants. Dans les années 90, donc la France est un pays, ça y est, moderne, on peut le dire, hein, moderne, un pays moderne, quoi. Donc on est invité à faire le point sur cette modernité, sur ce développement, sur toutes ces autoroutes, sur toute cette société informatisée, tertiarisée, tout ce que vous voulez. On est amené à faire le point dans Les Visiteurs. 1993. Les Visiteurs, on va faire, grâce à un astucieux scénario, on va faire le comparatif un peu entre la France d'avant et la France d'aujourd'hui. Donc la France d'avant, c'est une France qui est principalement peuplée de gueux. Hein. Les gueux, c'est des animaux qui sentent mauvais, en fait, hein, qui passent leur temps à se rouler dans le purin. Et la France d'aujourd'hui, c'est la France qu'on aime, évidemment. C'est la France qu'on aime, malgré ses défauts. Hein. Malgré ses défauts, malgré ses problèmes. Alors on nous montre les défauts de cette France moderne, les sacs plastiques sur le bord de l'autoroute. Voilà, c'est rigolo, c'est vraiment, on reconnaît notre époque avec un petit sourire comme ça. On nous montre les SDF. Alors encore une fois, le même schéma. On a les SDF sans gêne, hein, je ne sais plus comment elles s'appellent, les Gigi. Les SDF sans gêne qui vont se taper l'incruste chez les bobos coincés. Pareil. Et pareil, même refrain. Donc les SDF vont être soulagés dans leurs conditions, les bobos coincés vont se décoincer. Et donc, voilà, le fossé entre les classes sociales se comble, la fracture sociale s'évapore, et on se dit, décidément, la France d'aujourd'hui, c'est la France qu'on aime, hein, c'est la France moderne, c'est une France humaine. Le film se termine sur un malentendu, vous vous souvenez, donc on a Christian Clavier, le Christian Clavier de l'époque moderne, qui se retrouve téléporté dans le passé, à cause d'un malentendu, hein, et on le voit qui court, poursuivi par une bande de gueux, hein, encore une fois. Il tombe, à un moment donné, il tombe dans la boue, dans le purin, on ne sait pas trop. Hein. Rappelez-vous, la France d'avant, c'était un champ de purin. Hein. Donc il tombe dans la boue et il crie: qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Et là, quand on voit ça, on se dit: décidément, le pauvre, il n'a pas de chance. Il est tombé à la mauvaise époque. Hein, vraiment, le pauvre. Il est tombé dans le purin. C'est vulgaire. C'est vulgaire parce que là aussi on retrouve ce mauvais goût. C'est-à-dire on parle d'un sujet, enfin on parle de l'histoire quand même, on parle de notre pays, on parle de la France, on parle de nos ancêtres, et on caricature comme ça à l'extrême. On peut en rire bien sûr, il n'y a pas de problème, mais en étant sérieux aussi, en étant un peu de finesse, quoi. On adapte le ton avec le thème, c'est normal. Et là non, on a un thème qui demanderait un peu de finesse quand même. Et non, on caricature tout comme ça, on tombe dans la vulgarité, on rigole parce qu'on tombe dans le purin, tu vois. Non, non, on parle de l'histoire. Voilà, on parle de la France, un peu de sérieux, quoi, un peu de sérieux. D'ailleurs, j'ajoute une parenthèse, mais ce mauvais goût qu'on retrouve à chaque fois, c'est pas une erreur, hein, de la part des réalisateurs, pas du tout. Ces gens-là connaissent le sujet bien mieux que moi. Ce sont des artistes professionnels, ils connaissent tout ça mieux que moi. En fait, on a affaire à un mauvais goût qui est utile, puisqu'il permet de discréditer un certain nombre de choses. C'est un mauvais goût qui est maîtrisé et qui n'est pas anodin. Voilà. Donc on continue, on était aux années 90. Donc vers la fin des années 90, il y a un grand thème, hein, qui préoccupe les Français, c'est la mondialisation. La mondialisation, donc c'est le grand thème des années 90. Les Français sont préoccupés au sujet de leurs emplois, de leurs industries, de leur économie, on les comprend. Il faut donc rassurer la population, ne vous inquiétez pas, c'est la vérité si je mens, en 1997. Donc on va expliquer aux gens que finalement cette mondialisation, déjà elle est présentée comme un jeu, la mondialisation. C'est-à-dire que c'est un jeu, donc on a je t'achète
ta marchandise, tu me vends ta main-d'œuvre, j'importe, tu exportes, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, hein, c'est la mondialisation, voilà. Et dans ce jeu, il y aurait, en fait, il y aurait des mauvais joueurs, c'est-à-dire des gens assoiffés de profit, hein, malhonnêtes, qui chercheraient en fait à s'enrichir sur le dos des autres, donc des mauvais joueurs. Ne vous inquiétez pas, les mauvais joueurs finiront par un retour de bâton, par un retour de manivelle, ils finiront par se faire avoir à leur propre piège, et les bons joueurs, ils finiront par tirer leur épingle du jeu, comme quoi, hein, cette mondialisation, vous n'avez rien à craindre, puisque de toute façon, les règles du jeu sont transparentes. Voilà le message de fond. C'est important, il faut bien préciser ça, c'est qu'on va dénoncer les mauvais joueurs, mais on va de ce fait cautionner les règles du jeu. C'est un peu compliqué, mais il faut bien comprendre ça. On le retrouve partout. C'est cette idée selon laquelle finalement, oui c'est vrai il y a des problèmes, oui c'est vrai il y a des mauvais joueurs, ah oui c'est vrai il y a Monsanto, mais il y a Cocopelli, tu vois. Oui c'est vrai il y a de la malbouffe, mais il y a le bio. Donc, comme quoi les règles du jeu sont transparentes, vous avez qu'à consommer du bio. Oui, c'est vrai qu'on exploite les pays du tiers-monde, mais il y a le commerce équitable. Tu vois, donc comme quoi les règles du jeu sont transparentes, bien sûr. Et il n'y a pas de complot, en fait. Voilà, il n'y a pas de complot finalement, il y a simplement des mauvais joueurs. Et les règles, elles sont ce qu'elles sont. Donc, évidemment, non. Quand on dit ça, on dénonce rien du tout. En réalité, ce sont les règles qu'on rejette. On rejette les règles du jeu. Euh, donc, dans les années 90, il y a un nouveau thème qui préoccupe les Français. Cette fois-ci, c'est l'identité nationale. Les Français ont le sentiment quand même de perdre un peu leur identité. Ils ont le sentiment que leur pays se fond dans une Europe unifiée. Ils sont préoccupés aussi au sujet de leur identité. On les comprend. Il faut donc rassurer la population. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes toujours de bons Gaulois. C'est Astérix et Obélix contre César en 99. Bon, là, je mets un bémol. Hein, j'en sais rien, hein, mais oui, je pense que oui, il y a ce discours un peu en trame de fond. Hein. Vous êtes des bons Gaulois. Hein. Quand on fait un film comme ça, à gros budget, sur Astérix et Obélix, quelque part, j'ai rien contre la série Astérix et Obélix, attention, hein, j'ai rien contre ça, mais vous comprenez, tout est une question de mesure, de proportion, d'argent. C'est un film à gros budget au box-office avec des stars, des acteurs qui sont des stars, etc. Pourquoi enfin bon. En 2000, très rapidement, hein, c'est La vérité si je mens 2, donc c'est une piqûre de rappel, comme le vaccin. Et puis en 2002, Astérix Obélix contre Mission Cléopâtre, hein, donc piqûre de rappel aussi sur l'identité nationale. Enfin voilà, donc on a terminé cette historique. On a terminé, oui, on est allé vite, hein, on est allé à l'essentiel. Alors maintenant, on attaque la deuxième partie, donc je vais essayer déjà de clarifier quelques malentendus, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec cette façon de présenter les choses. Bien entendu, il y en a qui ne seront pas d'accord. Excusez-moi. Bien sûr, j'ai oublié beaucoup de films. On aurait pu parler de bien d'autres films. Hein, le Chouchou avec Gad Elmaleh, Pédale douce, Bienvenue chez les Ch'tis. Enfin, on en a oublié beaucoup. J'ai essayé de faire en fait j'ai essayé de choisir des films qui collent avec la sociologie. Hein. C'est pour ça qu'on en a oublié pas mal. Donc voilà. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec cette façon de présenter les choses. Hein, donc je vais essayer de clarifier quelques malentendus. On me dit oui, non, non, non. Voilà, on me dit non. Les gens ne sont pas d'accord parce qu'il ne faut pas voir des Machiavel partout, il n'y a pas de complot partout. Je sais pas, par exemple, Le Père Noël est une ordure, à la base c'est une pièce de théâtre, du Splendide. Donc on me dit Gérard Jugnot n'est pas un Machiavel en puissance, tu vois, qui cherche à manipuler la population. Donc, je vais essayer de répondre là-dessus. J'irai pas jusqu'à dire que Gérard Jugnot est un Machiavel. C'est pas ça. Hein. Par contre, j'irai quand même jusqu'à dire que ce mec-là, ben, je pense que ce mec-là, quelque part, il n'a pas la conscience tranquille. Voilà. Un peu comme un cadre de France Télécom, vous voyez. Le cadre de France Télécom, on lui demande de faire des saloperies, on lui demande de mettre la pression sur ses employés avec des méthodes qui sont pas très humaines. Et ça pose un cas de conscience. Voilà, ben là c'est un peu pareil. On a des gens qui participent à une vaste escroquerie parce qu'ils vont toujours dans le même sens. Hein, voilà, ils vont dans le sens du vent, quoi, mais pas dans l'autre.
c'est parce que les règles du jeu sont pipées. Hein. Donc, ils participent à une vaste escroquerie. Alors, peut-être qu'il y en a qui comprennent rien à tout ça, tu vois. Une Valérie Lemercier, peut-être qu'elle y comprend rien, il n'y a pas de problème. Mais quand même, quand on participe à une escroquerie, on s'en rend compte tôt ou tard, quand on est un peu intelligent. Hein. Je pense que Gérard Jugnot est quelqu'un d'intelligent. Je pense que ce mec-là n'a pas la conscience tranquille. C'est pas possible. Ce mec, il nous a vendu le Club Med, il nous a vendu le ski pour les bobos, et après il nous a vendu SOS Détresse Amitié. Donc non, c'est-à-dire que le mec il sait quand même qu'il y a quelque chose qui, il n'est pas dans son rôle, c'est-à-dire qu'en tant qu'artiste il est là au contraire pour dénoncer l'hypocrisie de SOS Détresse Amitié, il est là pour adapter le ton avec le thème, il n'est pas là pour faire de la vulgarité. Donc voilà pour répondre à la question, c'est pas que ce sont des Machiavel, c'est qu'il y a une espèce de hiérarchie comme partout, et on leur demande à nos artistes de jouer pour des cochonneries en fait, et ils le font, et c'est tout, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, ouais, alors, autre malentendu, on me dit, oui, mais le cinéma, bon, c'est pas... c'est simplement... Alors on m'explique, voilà, il y a une demande, il faut que ça plaise au public, c'est des comédies parce qu'il faut que ça soit drôle, c'est normal, il faut que ça plaise, etc. Donc on m'explique les règles du jeu, hein. Je produis un film, tu m'achètes une place de cinéma, euh, je, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, hein, voilà, et dans ces règles du jeu, il y aurait des mauvais joueurs, Hollywood, qui font des films partisans. Voilà, voilà le discours de base. Encore une fois, non, c'est pas les mauvais joueurs qu'on lance, ce sont les règles du jeu. Il faut bien comprendre ça. Donc le cinéma, c'est un média qui est plus ou moins verrouillé, plus ou moins, voilà, il peut y avoir des films tout à fait objectifs, un petit film en diagonale, je dirais pas, il peut y avoir des films dans toute cette production qui ne soient pas des films de propagande, mais au final, tous les films gros budget, tous les films grand public, avec les stars, etc., au final, les dés sont truqués, voilà. Ça va aller dans un sens, ça va pas aller dans l'autre. On va avoir le gendarme de Saint-Tropez, mais on n'aura pas les nudistes de Saint-Tropez. Alors que pourtant, on aurait dû, hein, parce que la majorité, ces gens-là, la majorité de la population n'était pas libertaire à l'époque. Donc ces gens-là n'ont pas été représentés au cinéma. C'est embêtant. Ça montre bien l'arnaque. Donc c'est un média verrouillé, comme la presse, comme la télévision, mais ce verrouillage, en fait, il est mal compris. Parce que si vous voulez, c'est pas de la désinformation qu'on nous vend. Quand vous lisez la presse écrite, Libération, Le Figaro, ou quand vous regardez le journal de Jean-Pierre Pernaut, finalement, on nous désinforme. Ça, c'est un thème, c'est un sujet qui est connu déjà. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont au courant. On nous désinforme par omission. Donc, on fait semblant de nous informer. Regardez, c'est la fête des mères. N'oubliez pas un bouquet de fleurs. On fait semblant de nous informer, mais en fait, comme on ne nous informe pas des choses plus importantes, ben, c'est de la désinformation. Le cinéma, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on fait semblant de dénoncer, vous voyez, on va dénoncer tel ou tel trafiquant, tel ou tel industrie alimentaire, tel ou tel malfaiteur, enfin on va dénoncer le côté bof du club Med, on fait semblant de dénoncer, mais en fait on dénonce rien du tout, puisqu'il y a du soleil et des nanas, hein, puisque on dénonce pas les règles du jeu, il y a une ligne jaune à pas franchir, donc on fait semblant de dénoncer, mais en fait dans le fond on dénonce rien du tout. Voilà. Donc, c'est embêtant parce que ça, on obtient comme ça une espèce de propagande qui est très mal comprise. C'est très difficile de mettre le doigt là-dessus. C'est difficile parce que euh, ça passe par cette propagande, elle passe par comme on l'a vu, par le mauvais goût, par la vulgarité. Donc, ça c'est une spécialité française, hein, la vulgarité. C'est une spécialité française, c'est le côté un peu cassoulet hein, de notre pays, bon vivant, voilà, on rigole comme ça, mais sur des thèmes qui demanderaient un peu plus de finesse. Je dis pas qu'il faut faire la gueule, mais je dis qu'on peut rire tout en étant sérieux, c'est la tragicomédie. Hein. Et là, il n'y a plus de subtilité, si vous voulez. Soit on va pleurnicher parce que sur la Seconde Guerre mondiale, soit on va rigoler sur la fracture sociale. Non, non. Il est où le juste milieu là-dedans? C'est-à-dire que moi je suis pas d'accord qu'on rigole comme ça sur la fracture sociale. Je suis pas d'accord qu'on vulgarise ce thème-là sans aucune finesse. Je suis pas d'accord. Bon, avançons un peu. On arrive vers la fin, rassurez-vous. Maintenant, on va faire le tour un peu de l'idéologie dominante qu'on nous vend à chaque fois. Donc, c'est une idéologie libertaire, en gros. Libertaire, c'est un mot qu'on a pris. Hein, c'est un mot qui,
c'est un mot valise un peu, hein. On y met ce qu'on veut dans ce mot, mais évidemment, derrière le mot, il y a tout un paradigme, hein, le paradigme libertaire. Donc il y a tout un paradigme, il ne faut pas se focaliser sur le mot, bien sûr. On va appeler ça plutôt l'idéologie dominante, hein, c'est mieux. Donc cette idéologie dominante, quels en sont les traits principaux? Alors bon, ben là, je n'aurai pas la prétention de vous apporter toute la lumière sur ce sujet, hein, mais je vous ai repéré trois traits qui, à mon avis, qui définissent l'idéologie dominante. Donc, euh, dans les films américains, cette fois on va faire un petit crochet par les films américains, vous savez, ça dure 1 heure et demie environ, c'est le format, et dans 1 heure et demie, vous avez absolument tout, hein, c'est comme de la soupe, vous avez une histoire d'amour, vous avez de l'action, vous avez euh, une prise d'otage à la fin, euh, vous avez un peu tout dans un film, hein, c'est le principe de la soupe. Donc, dans la soupe hollywoodienne, j'ai repéré qu'à chaque fois, vous avez aussi un grand moment de philosophie. Il ne faut pas le rater, celui-là. Dans tous les films, vous avez un moment de philosophie, vous avez un vieux sage ou un vieux briscard, vous voyez, vous avez un vieux briscard, généralement c'est Morgan Freeman, un vieux type, tu vois, qui est cool, qui est bien, et qui est auréolé par l'expérience de la vie. Hein. Le mec, on lui fait confiance, il est là, il t'inquiète, il a vécu, il a un regard sur le monde, tu vois. Et ce mec-là, il t'explique tout, pourquoi, comment ça marche, pourquoi il y a des problèmes dans le monde, etc. en 2 phrases. Hein, il t'explique tout. Donc il ne faut pas rater quand le vieux sage, il t'explique pourquoi il y a des problèmes dans le monde. Alors j'ai repéré un film, on va prendre le film Soleil Vert. Donc dans Soleil Vert, vous avez un vieux briscard, un vieux roublard, qui vit avec son collègue, qui est policier, qui est le héros du film, je ne sais plus comment il s'appelle. Et ce vieux sage, enfin ce vieux roublard, il est toujours en train de rouspéter dans le film. Il est toujours en train de dire ah là là, putain, le monde, ah là là, il est vraiment, le monde il est pourri, quoi. Putain, on mange de la merde. Il rouspète tout le temps. Et son collègue, il lui répond je sais, tu me l'as déjà dit, tu vois, il est habitué, c'est toujours le même refrain. Il dit je sais, je sais. Et alors, à un moment, notre vieux sage, bon, il rouspète comme d'habitude, il est là, putain, ce monde il est pourri, vraiment. Hein. Et là, le mec, le flic lui répond je sais, tu me l'avais déjà dit, et les hommes, avant, ils étaient mieux que maintenant, c'est ça? Et là, cette fois-ci, le vieillard répond, il y a un gros plan sur le vieillard, c'est pas comme d'habitude, on sent qu'il y a un truc pas comme d'habitude. Et là, cette fois-ci, il répond comme ça, il t'explique tout, il dit non, c'est pas ça. Tu sais, je vais te dire un truc important, tu vois, il dit, il y a toute une mise en scène comme ça, cérémoniale, tu vois, c'est toute une cérémonie, et il t'explique, ce vieillard, il t'explique qu'en fait, le problème, c'est que, tu vois, les hommes ont toujours été mauvais. Voilà. Voilà. Ça, c'est la grande philosophie hollywoodienne. Je l'ai repérée dans plus ou moins dans tous les films. Elle est formulée comme ça, plus ou moins différemment dans Matrix, dans Impitoyable, dans tous les films. Hein. C'est toujours la même philosophie. Hein. Les hommes ont toujours été mauvais. Voilà la grande philosophie d'Hollywood. Donc, je rappelle que ça s'inscrit dans l'idéologie dominante. Hein. C'est-à-dire que ça va façonner, ce genre de propos vont façonner notre paradigme intérieur. Hein. Donc, on va analyser un peu qu'est-ce que ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement. Où est-ce qu'ils veulent en venir. Et là encore, ça n'est que mon interprétation personnelle. Hein. D'ailleurs, j'ai pas de. Je vous laisse libre hein, avec cette phrase. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Sachez simplement que c'est la philosophie d'Hollywood. Voilà. Soyez-y attentifs. Hein, interprétez-la comme vous voulez. Moi, je vous donne un peu la mienne d'interprétation. C'est que déjà, on va mettre les hommes dans le même sac. Ça, c'est. Je précise aussi que je ne pars pas simplement sur cette phrase en particulier parce que j'ai repéré ce type de discours ailleurs. Hein. Donc, bon, je ne me base pas uniquement sur cette phrase. On ne peut pas se baser sur une phrase comme ça, bien sûr. Mais ce que j'ai repéré en gros, c'est qu'on va mettre les hommes dans le même sac sans faire de distinction en disant les hommes sont mauvais, boum, dans le même sac. Et là, justement, on nous amène sur une mauvaise piste, j'ai l'impression, parce qu'au contraire, nous, les dissidents, on essaye à chaque fois, on s'intéresse à la responsabilité. On se dit on s'intéresse à la responsabilité des hommes, parce qu'on n'est pas tous responsables pareil des problèmes. On n'est pas tout blanc, hein, personne n'est tout blanc, mais il y a des gens qui sont plus coupables que d'autres. Voilà. Et c'est là d'ailleurs toute la difficulté, hein, c'est quand il s'agit de juger, notamment au tribunal, on cherche à savoir qui est responsable de quoi, etc. Donc,
on nous amène sur une mauvaise piste quand on met les hommes dans le même sac. Puis alors on nous explique que ces hommes, de toute façon, ils ont toujours été mauvais. Voilà, toujours. C'est-à-dire qu'ils sont mauvais aujourd'hui, les hommes, mais avant aussi. Donc finalement, bon, il n'y a pas de différence. Finalement, le monde, il a toujours été pourri en surface. Et ce qui nous amène au deuxième point, c'est que le monde, il a toujours été pourri en surface, mais dans le fond, le monde, il est bon. C'est le monde des bisounours. Dans le fond, c'est toujours la happy end. Donc la happy end, on va y revenir à la fin. Je le laisse de côté pour l'instant, parce que c'est un peu un gros sujet. Donc on nous explique que le monde, il est pourri en apparence, mais que dans le fond, ce monde, il est humain, il est moral. Rappelez-vous, la fracture sociale qui s'évapore. Ce monde, en fait, dans le fond, au fond du fond du fond, il est moral. Voilà ce qu'on nous explique, il est bon, c'est les bisounours, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Même les films de guerre, on vous montre de part et d'autre les pauvres Vietnamiens, les braves soldats sur le terrain. Alors, vous avez des méchants là-dedans, mais les méchants ils sont toujours très isolés. C'est des méchants isolés, on n'y peut rien, c'est normal. Hein. Mais finalement, tout le monde il est gentil. Les Américains ils vont envoyer des médicaments à la fin en Somalie. La démocratie se pointe à l'horizon. Après la guerre, il y a la paix. Après la bataille, après l'aurore, il y a l'arc-en-ciel. Enfin voilà, c'est toujours le monde des bisounours. Euh, Deuxième point qui définit, à mon avis, l'idéologie dominante, je l'ai vu à travers les films psycho. Pas le film psycho, les films psycho, entre guillemets, c'est un style, hein, comme Bienvenue à Gattaca. Voilà, Bienvenue à Gattaca, c'est un film psycho. C'est-à-dire, bon, psycho, ça veut dire que c'est un film chiant où il se passe rien. Hein. Psycho, ça veut dire ça. Ça veut dire aussi que c'est du lavage de cerveau intégral. Ça veut dire que c'est un film pour filles, hein, plutôt. Hein. C'est plutôt les filles qui regardent ça, qui aiment ça. Moi, ce film, tout le monde m'a dit ah, tu vas voir, Bienvenue à Gattaca, il est génial, ce film, absolument que tu le vois. Alors bon, je l'ai vu. J'ai été très, très, très surpris. Déjà, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire parce que ça fait que parler, vous savez, dans ce genre de film. Je sais pas si vous l'avez vu, ça fait que parler, ils sont là. Alors, c'est l'histoire d'un mec, il veut aller dans l'espace, c'est dans le futur, hein, il veut aller dans l'espace, mais il peut pas. Vous voyez, parce qu'il n'est pas conforme au canon, il n'est pas conforme, je sais pas quoi, on s'en fout. Il veut aller dans l'espace, mais il peut pas. Hein. Donc, il veut, mais il peut pas. Et à partir de là, il y a tout une espèce de psycho-lavage de cerveau qui se met en place. Hein. Il va discuter, je veux aller dans l'espace, mais ce que je veux, c'est ce que moi je crois, que ce que je peux croire, vouloir être. Ça parle comme ça. Non, ce que je crois, c'est que toi, ce que toi tu crois, c'est que ce que moi je peux vouloir croire de toi, etc. Moi, toi, moi. Ça dure comme ça pendant 2 heures. Lavage de cerveau intégral. Alors à un moment, le mec il se retrouve face à l'océan, on va voir un peu c'est quoi le message. Le mec se retrouve face à l'océan, seul, avec son nombril, hein, parce que c'est complètement narcissique. Hein. C'est-à-dire, c'est ça un film psycho, c'est complètement narcissique. L'histoire est centrée autour du nombril du personnage principal. On n'en sort pas. On ne sort pas de son nombril, c'est mon nombril, ton nombril, mon nombril. Je veux, je crois, je peux, il faut croire, pouvoir, vouloir, nani nana. Alors il se retrouve face à l'océan, et là il réfléchit, donc il y a la voix off. Et il y a la voix off qui commence avec les violons. Hein, c'est la messe qui commence, la messe maçonnique. Il réfléchit, il se dit voilà, je veux partir dans l'espace, je ne peux pas, et je dois tout faire pour atteindre mon rêve. Je dois tout mettre en œuvre pour atteindre mon rêve. Voilà le message. Alors, je dois tout faire pour atteindre mon rêve. Voilà le message. Mon rêve, alors le mot rêve, il est un peu ambigu. Hein. Un rêve, c'est quoi un rêve? Je sais pas moi, si vous voulez par exemple, si vous voulez la dernière PlayStation 3, vous allez dire, ben voilà, je rêve d'avoir la dernière PlayStation 3. Vous voyez, vous rêvez d'avoir la dernière. Mais le mec dans le film, c'est pareil. Il rêve d'aller dans l'espace. Tu vois, il rêve, mais il peut pas. Voilà. Moi c'est pareil. Moi, j'aimerais bien avoir la dernière PlayStation 3, mais je peux pas, tu vois. Parce que j'ai pas les moyens, point. Mais là, tu vas pas dire à ton fils, parce que c'est un caprice en fait. Tu vas pas dire à ton fils, voilà, écoute, tu veux la dernière PlayStation 3, eh ben, t'as pas les moyens, mais tu dois tout faire pour te donner les moyens d'avoir la dernière PlayStation 3. Pas du tout. Euh, Parce que c'est ça le message. Si on remplace le mot rêve par le mot caprice,
Et on peut le remplacer, hein, parce que un rêve, la frontière entre le rêve et le caprice, hein, c'est pas très net. Je vous dis, si vous rêvez d'avoir la dernière PlayStation 3, c'est bien joli, mais à un moment donné, il y a une réalité qui se pose, vous pouvez pas. Voilà. Parce que vous n'avez pas les moyens, parce que, etc. Donc, le mec, il veut aller dans l'espace, mais il peut pas. Vous voyez? Donc, il fait un caprice, en fait. C'est ça que j'ai repéré. Il fait un caprice, c'est un espèce de caprice. Et voilà, il est là, gna gna gna, je veux aller dans l'espace, mais je peux pas. Oh, et donc, on va vous dire, voilà, il faut tout faire pour te donner les moyens d'atteindre ton caprice. Voilà le message. Voilà le message. Donc, et le film se termine, ben, ça n'avance pas. Hein, enfin voilà, il veut, mais il peut pas, mais il peut pas, mais il veut quand même, mais il veut vouloir croire qu'il veut, qu'il peut, mais qu'il faut essayer, qu'il peut, qu'un jour il y arrivera à atteindre son rêve. On s'en fout. C'est une cochonnerie tout ça. Bon, on termine maintenant l'exposé avec la fameuse happy end, la happy end. Euh, c'est le gros sujet celui-là. C'est le gros sujet. Donc la happy end, si vous allez sur Wikipédia, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais vous apprendrez qu'il y a deux types de happy end. Déjà, il y a la happy end complète, qui consiste à représenter donc une histoire d'amour qui se concrétise et des méchants qui vont être écroués sous les verrous. Voilà, donc ça finit bien, les méchants sont écroués sous les verrous, l'histoire d'amour se concrétise, c'est le pays des bisounours, ça c'est la happy end normale. Après, vous avez un deuxième type de happy end qu'on voit dans Le Grand Bleu, dans Titanic. Donc là, il s'agit de montrer, ça finit bien, hein, c'est la happy end, mais il y a quand même une petite tragédie, il y a quand même un petit drame. Hein. C'est Le Grand Bleu, par exemple, le mec, il remonte pas à la surface, c'est un plongeur, il remonte pas à la surface, et donc c'est un peu tragique, vous voyez, c'est triste, on se dit, oh, le pauvre et tout, mais en fait, ça finit bien quand même, parce que c'est un choix de sa part, il a choisi de rester sous l'océan pour nager avec les dauphins, ou je sais pas quoi, et donc à la fin, on le voit nager avec les dauphins, c'est beau, ça finit bien, tu vois, ouais, c'est quand même, ça finit bien. Titanic, c'est pareil, Titanic, c'est tragique, parce qu'il y a des morts, le bateau coule et tout, mais vous avez tout un épilogue à la fin, qui dure longtemps, un épilogue pour te montrer qu'en fait, ben, la vie continue, il y a des survivants, les femmes et les enfants sont sauvés, la femme de Leonardo DiCaprio, finalement, ben, son homme est toujours présent dans son cœur, hein, donc c'est beau, c'est la happy end quand même. Donc tout ça pour vous dire que l'un dans l'autre, finalement tous les films, vous remarquerez ça, ce sont des happy end, quasiment, hein. Allez, on va pas jouer sur les mots, quasiment tous les films, à 99%, c'est des happy end. Pourquoi? Parce que c'est tellement systématique que qu'on se dit c'est normal. Vous voyez, les films finissent mal, ben c'est normal parce que c'est tellement systématique que c'est normal. Non, c'est pas normal. Par exemple, Aldous Huxley, dans son bouquin Le meilleur des mondes, il dénonce la happy end. Vous voyez, il n'est pas d'accord. Aldous Huxley nous dit, mais j'en ai marre, moi, de tous ces films qui finissent bien. Voilà, j'en ai marre. Ça ramollit le cerveau. C'est vrai que la happy end, c'est un truc qui va ramollir le cerveau. On va voir pourquoi. Donc tous ces films, ils finissent bien, alors qu'avant, on avait dans notre culture, hein, à travers les pièces de théâtre, les contes de fées, on avait des tragédies, ce qu'on appelait des tragédies, c'est-à-dire ça finit mal. Donc vous aviez 50-50, hein. 50% c'est des tragédies dans le théâtre, 50% c'est des comédies, et puis vous avez des tragicomédies, hein, entre les deux, hein, la subtilité, etc. Mais il n'y a pas de raison que ça finisse bien à chaque fois, pas du tout. Prenons, je sais pas moi, vous avez plein de tragédies, donc la petite sirène, voilà. La petite sirène, Othello, enfin, j'en sais rien. La petite sirène, par exemple, c'est le bon exemple. Parce que dans l'histoire originale, c'est une histoire qui finit très mal. Hein, parce qu'on a une sirène qui passe un pacte avec la sorcière des mers. Et notre sirène, elle finit par se dissoudre dans l'océan. Voilà, ça c'est la version Andersen. Walt Disney, ils en ont fait une version. C'est l'histoire d'une petite sirène. Et elle finit par rencontrer le prince charmant. Ça n'est pas du tout la même morale. Ça n'a rien à voir. Ils te prennent des tragédies et ils t'en font des happy end. Donc pourquoi c'est pas normal? Pourquoi? Alors on me dit, ah ben parce que c'est pour des raisons commerciales. C'est pour des raisons commerciales. Il faut que ça plaise aux enfants. Il faut que non. Déjà, je suis pas du tout sûr que les enfants ou que les gens préfèrent des histoires cucu à chaque fois. Pas du tout. C'est pas vrai de dire ça. Puis c'est toujours pareil. L'argent n'explique pas tout. Pourquoi cet argument, c'est toujours le même.
qui vise à dire en fait que il y a des règles du jeu, il faut que ça plaise au public, c'est la règle, hein, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Non, 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 non. Moi je vous dis, les règles elles sont pipées, nous le savons, et s'il y a des happy end, c'est parce que c'est pour nous laver le cerveau, c'est une convention, on ne sait pas d'où elle sort, enfin si ça vient des États-Unis, c'est une convention comme ça pour nous expliquer qu'en fait, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, tout finira toujours bien. Voilà, c'est-à-dire, et on voit ça dans la société, c'est-à-dire à force de voir des happy end tout le temps, les gens, ils finissent par penser happy end. Vous voyez, on ne peut plus les inquiéter sur rien, les gens, il n'y a rien qui les inquiète. La troisième guerre mondiale, bon, ils s'en foutent, parce que de toute façon, ce système, il va se casser la gueule, et puis après, il repartira sur des bonnes bases. Voilà, comme dans le film Wall-E le robot, de chez Pixar, hein, Pixar qui est une filiale de Walt Disney. Wall-E le robot, on vous montre une troisième guerre mondiale planétaire qui dévaste la Terre complètement, c'est tragique et tout, mais à la fin, il y a un brin d'herbe hein, qui repousse comme ça, c'est la nature qui reprend ses droits. Après la guerre, il y a l'orage, il y a l'arc-en-ciel, il y a la paix qui se pointe à l'horizon, il y a un avenir radieux qui s'annonce, etc. Donc vous voyez, pas de quoi s'inquiéter. Euh, c'est tous ceux qui vous disent, bah, ce système, de toute façon, il va se casser la gueule, tu vois, et ça repartira sur des bonnes bases. Non, pas forcément. Enfin, on n'est pas Madame Soleil, on ne sait pas. Peut-être ça va se casser la gueule, mais peut-être pas. Enfin, faut arrêter de toujours positiver, parce que c'est pas sérieux. Faut arrêter de dire que ça finira toujours bien, parce que non, des fois ça finit pas bien. Voilà, ça se trouve, ça va mal finir. Voilà. Je suis désolé. Bon, je vais finir là-dessus. Je vais finir sur là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et merci à vous.